présent hier. Alors Eva, tu as 30 ans, donc tu es très jeune, mais tu as déjà une expérience à ton actif qui est assez impressionnante. Tu as créé une ONG dans le domaine de l'éducation au Togo, c'est ça? Tu as travaillé au sein d'une plateforme en Inde, une plateforme de microfinance. Tu as travaillé dans une banque française, c'est ça? À la RSE, je crois. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Et tu as créé surtout 1000 Impact en 2014, qui devient l'ITA quelques années après, c'est ça? Et qui est présente maintenant dans 3 pays. C'est 3 pays l'ITA? D'accord. Tu es aussi aujourd'hui coprésidente avec Jérôme. Non, c'est pas Jérôme. Jean Moreau. Jean, pardon. C'est Jean. Avec Jean Moreau du mouvement des entrepreneurs sociaux, tu es porte-parole d'un collectif qui s'appelle Nous Demain, auquel je participe. Entrepreneur d'avenir est associé à ce collectif qui a été lancé par le MOVES il y a 2 ans, 1 an et demi à peu près, qui est très actif sur l'enjeu de l'économie sociale et son déploiement. Voilà, et tu es aussi administratrice de Finansol, une organisation que vous connaissez sûrement. Et tu as participé à ma demande à un collectif pour rassembler une cinquantaine d'acteurs de la finance. On a écrit tous ensemble un appel pour une finance de progrès social et environnemental. Voilà. Alors ma première question, c'est à quel projet de société la finance peut contribuer, selon toi? Est-ce que tu crois à une finance totalement positive, totalement contributive, à très brève échéance? Alors bonjour. Alors déjà, pour répondre à cette question, je pense que c'est intéressant de se demander pourquoi moi et plein d'autres, on a décidé de s'intéresser à ce sujet, parce que c'est pas forcément le sujet le plus accessible, le sujet le plus sexy, le sujet le plus incarné auquel on peut rêver quand on a 20 ans. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que c'est un sujet technique, mais c'est aussi un sujet idéologique. La finance, c'est un peu le soubresaut idéologique pour nous du capitalisme et en fait de ce qui a remplacé derrière en fait la forme de sacré qu'on a perdu à une certaine période, qu'on a remplacé avec une sorte de capitalisme qui pour moi a utilisé la finance comme son mode opératoire, comme son mode de croyance, comme son mode de pratique. Et la finance, elle est partout, elle est infusée dans l'ensemble de la société et surtout elle est extrêmement opaque. C'est une sorte un peu de transcendance hyper opaque où en fait on ne sait pas à quel moment ces valeurs reviennent dans la société et on ne sait plus si on parle d'efficacité ou si on est sous l'ajout justement de cette idéologie financière. Donc en fait elle a été placée au centre de ce que pourrait être l'efficacité économique mondiale et ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué d'imaginer un monde sans la finance. Donc on s'est demandé comment est-ce que on peut penser ce monde sans la finance. Est-ce qu'il faut penser ce monde sans la finance? Si on regarde les statistiques notamment que Jacques a données, c'est extrêmement parlant. Aujourd'hui, la finance, elle fonctionne en vase clos. Elle n'est plus au service de l'économie. C'est plus un outil. C'est devenu réellement quelque chose auquel on est tous asservis. L'écologie est au service de la finance, la société est au service de la finance, l'économie est au service de la finance. Et que ce soit les dirigeants d'entreprise, les salariés ou les citoyens, ils sont tributaires de cette finance extrêmement violente et viriliste, à mon sens. Du coup, la question est de se demander comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où la finance existe. Déjà, il serait temps de replacer la finance à un endroit qui serait l'endroit de la technique, de l'outil, de quelque chose qui nous servirait simplement comme mode de transaction ou d'émancipation d'une idéologie qui est plus grande. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec l'ITA, c'est que la finance soit uniquement un outil transactionnel, que ce soit juste le lien entre des personnes qui veulent créer des initiatives et des personnes qui veulent placer cet argent. Parce qu'il ne faut pas non plus être... je pense, là, je vais me replacer chez moi, je pense qu'il faut arrêter de croire en une sorte d'explosion et de disparition des modèles pour ne plus les voir et penser qu'on va vivre sans. Pour nous, cette espèce de mode et d'envie de destruction et d'effondrement, c'est quelque chose d'extrêmement viriliste, injonctif, etc. Et il est peut-être temps de se poser la question de comment est-ce qu'en fait on replace simplement les outils et qu'on met des idéologies plus fortes au service d'une finance qui serait plus durable, une finance qui ne sert pas un profit fictif, parce que ça c'est vraiment le deuxième énorme problème de la finance, c'est qu'elle sert une sorte de croissance financière qui est fictive. On a parlé des années 80 et de la fin des années 80. Cette période-là, c'est la période de la financiarisation. C'est celle qui succède la période des 30 glorieuses. Donc moi j'appelle souvent les 30 foireuses en fait, qui est une période où on a créé en fait de la croissance, mais de la croissance réelle quand même, mais qui a mené quand même à l'arraisonnement de beaucoup de richesses, qui a mené à de la surconsommation, à quand même la mise en place du système dans lequel on vit aujourd'hui, mais qui produisait quand même de la vraie croissance financière. Donc là la finance, elle était au service
de l'économie qui était extrêmement destructrice, mais elle était à sa place. Et ensuite, après à la fin des Trente Glorieuses, on a eu ce qu'on appelle, pas en termes forcément marxistes, mais en plusieurs termes, une baisse significative des profits et inexorable. En fait, on ne pouvait pas faire autrement. Les profits baissaient. L'entreprise n'était plus capable de produire du profit. Mais à côté de ça, elle avait besoin d'être dans une logique de concurrence vis-à-vis des autres concurrents. Donc ils se sont demandé comment est-ce qu'on fait. Et comment est-ce qu'on fait? On fait appel à des actionnaires. Mais pour faire appel à des actionnaires, il faut être capable de leur proposer une croissance supérieure. Donc derrière, a été mis en place tout un mécanisme de financiarisation, d'utilisation de certains outils qui produisent de la croissance financière, de la plus-value financière, des dividendes, sans forcément que derrière on produise de la croissance économique. Et on arrive à un stade qui est aujourd'hui un peu déplorable. On va prendre en 2019, qui était le record du versement de dividendes par le CAC 40. Cette année-là, elle a produit plus de 13% de croissance des dividendes, mais elle a produit que 0,1% de croissance de l'emploi. Donc on se rend compte, en fait, que la finance n'est plus liée à l'activité économique. Donc ce qu'on veut, c'est la remettre au service de l'activité économique, de la création de valeur écologique et sociale. Là, j'ai une question un peu plus, pas technique, mais un peu plus précise. À ton avis, comment on fait grandir les flux entrants de cette finance contributive et investis dans une économie à impact? C'est-à-dire comment on attire plus de capitaux qui sont pour l'instant un peu au-dessus des têtes, qui sont très spéculateurs? Comment on les fait venir à toi, enfin à vous, tous les acteurs qui essayent de participer à ça? Et comment, bien évidemment, on accroît la masse capitalistique qui est investie ensuite dans des entreprises positives? Alors, on a deux moyens de créer de l'argent aujourd'hui contributif. On fait de la création monétaire, c'est-à-dire que quand en fait on fait un prêt à une entreprise, on va créer de l'argent. Il n'y a que 10% d'argent qui existe vraiment, le reste c'est de la création monétaire. Donc toute cette création monétaire, déjà, elle doit être dirigée vers des projets écologiques ou des projets de transformation sociale écologique qu'on évalue. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est d'orienter les stocks d'argent qui existent. Aujourd'hui, en France, on a 5 000 milliards d'épargne qui dort, qui est ou sur des produits d'assurance vie, ou sur des livrets, ou sur des comptes courants, ou sur des actions, etc. Et cet argent-là, le but, c'est de le réorienter vers des projets de transition sociale écologique. Pour faire ça, déjà, il faut que cet argent ait comme objectif des métriques, des KPI qui ne sont pas que des métriques financières, mais qui sont aussi des métriques extra-financières, donc des métriques écologiques, des métriques sociales, qu'en fait tous les flux soient corrélés à de la création d'emplois, de la création de valeur écologique. C'est pour ça qu'on a mené un gros plaidoyer cette année, notamment dans le cadre du plan de relance, qui demande une éco-conditionnalité des aides et de l'ensemble du plan de relance. Aujourd'hui, on a 100 milliards, pardon, désolé, je suis un peu fatiguée ce matin, 100 milliards d'argent qui est dédié au plan de relance, et on veut que l'ensemble de cet argent soit éco-conditionnalisé. C'est déjà une première mesure. C'est-à-dire que l'argent doit aller obligatoirement vers des projets qui ne proposent pas uniquement un retour financier, mais également un retour extra-financier. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est pas viable. On nous dit, mais on peut pas évaluer a posteriori ces critères-là. Mais je veux dire, on le fait très bien dans le cadre du retour sur investissement. Ça pose pas de problème de dire, bah, on vous donne de l'argent pour tel retour sur le moyen terme. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire, en fait, sur les impacts sociaux et écologiques? Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'idéologie et qu'il faut vraiment combattre ça. La deuxième manière, c'est aussi de conscientiser le grand public. Donc là, on lance dans 3 semaines une application mobile qui permet d'analyser l'ensemble de l'impact carbone, de l'impact écologique, de l'impact social, qui donne de la transparence sur l'ensemble des flux financiers, de l'épargne du grand public. Et donc c'est une sorte de Yuka en fait de la finance, et qui permettra ensuite aussi d'avoir les leviers d'action pour transformer et devenir un activiste financier et penser ça au niveau global. Parce qu'avec 5 000 milliards, on fait énormément. Il faut 1 000 milliards pour la transition des secteurs les plus polluants. Avec 5 000 milliards, on peut faire énormément pour contribuer à la transition écologique. Donc ça, c'est un moyen, la conscientisation. Et puis aussi l'engagement radical des investisseurs institutionnels, sur lequel on travaille aussi beaucoup. Bien sûr, je vais te poser une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on se quitte, oui, malheureusement. C'est passionnant. Pour un investisseur, c'est moins rentable d'investir dans une entreprise à impact, dans une organisation à impact, ou pas? Alors, toujours quand on pose cette question, je me demande moins rentable que quoi? Donc moins rentable que les opérations de trading à haute fréquence qui produisent 40% de retour sur la base d'une gamification complètement absurde? Probablement oui. Moins rentable que l'économie réelle concurrente? Non. On a vu pendant ces derniers mois que les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises écologiques ont été extrêmement résilientes
face à la crise, parce que c'est des modèles qui sont pas très cash intensifs, comme on dit, donc ils vont pas forcément être dans des logiques de paris sur l'avenir, sur les 5 à 10 ans, mais qui vont être dans des investissements qui sont très concrets. Donc ça crée une forme de résilience de ces activités-là. C'est des entreprises dont on a besoin en cas de crise. Nous, on nous a dit comment est-ce que vous avez vécu la crise? Ce qu'on a répondu, c'est on vit constamment, nous, en crise, en fait. On vit en crise écologique, on vit en crise sociale. La crise sanitaire a été une nouvelle crise auquel on a répondu et fièrement avec les entreprises de l'économie sociale et écologique. Donc non, en fait, déjà, il faut se dire qu'il faut que la finance soit liée avec l'économie réelle. Si on replace ça, non, la finance à impact n'est pas moins rentable que la finance classique. C'est juste qu'effectivement, elle est un peu plus moyen terme, donc ça c'est vrai, mais pour plus de résilience. Sur une décision classique, parce qu'on parle souvent de la finance, mais la finance elle est liée à des chefs d'entreprise qui prennent des décisions au quotidien. Quand un chef d'entreprise, on lui dit il va falloir que tu fasses plus de marge. Qu'est-ce qu'il fait? Il délocalise une partie de sa valeur, il paye moins de ses fournisseurs, il ne paye pas des externalités écologiques qu'il est censé payer. Donc oui, ça produit plus de valeur pour l'actionnaire, mais ça ne produit pas plus de valeur en soi pour la société. Donc il y a vraiment aussi la question du profit à repositionner. Et pour ça, il faut aussi des lois. Nous, on pense que, je veux dire, la loi, on parle d'une économie libérale, mais en fait, c'est un libéralisme qui est extrêmement autoritaire. On nous impose que certaines valeurs sont fondamentales par rapport à d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment de repositionner déjà dans le réel, de favoriser le financement de l'économie réelle, d'empêcher que la finance soit gamifiée et qu'elle soit au service de la société. Et ensuite, on sera capable d'avoir une finance à impact qui sera compétitive par rapport à la finance classique et qui fédérera vraiment le grand public. Merci Eva, la finance n'est pas un jeu. Prenons ce sujet très très au sérieux. 4 400 000 milliards de dollars, je vous rappelle le montant de la finance. Merci Eva.